Salut à tous et bienvenue ici en direct de Disneyland en Californie où, pour ceux qui connaissent un petit peu l'actualité des parcs Disney, on est dans un lieu, désolé pour l'intro un peu classique youtubeur, un peu spécial. C'est ça, et pas qu'un peu spécial effectivement, puisque vous le voyez derrière vous, nous avons ni plus ni moins que le Faucon Millennium de Star Wars, puisque aujourd'hui nous vous proposons de découvrir en 360 l'évaluation de l'attraction iconique de ce land qui est Millennium Falcon Smuggler's Run. Exactement, ça va être un 360 qui va être un peu chaud puisqu'il fait juste what 1000 degrés ici, donc pardonnez les petites transpirations et surtout pardonnez le fait qu'à chaque fois que la porte qui est derrière nous va s'ouvrir, il y a la clim qui sort, donc on va juste avoir une bouffée d'air frais. Il se peut qu'on varie un petit peu avec ça. Donc avant toute chose, peut-être qu'on va représenter, on est en 360 degrés, donc n'hésitez pas à faire tourner la vue tout autour de vous. Vous pouvez regarder un petit peu les décors et on va vous présenter quelques images de l'intérieur de la file d'attente et de l'attraction, bien entendu, pour que vous puissiez venir avec nous à bord. Allez, on y va sans plus attendre. Donc, vous le savez, l'attraction doit se situer dans un univers. Il faut qu'on ait la cohérence diégétique. Qui, quoi, comment, où, pourquoi. Et donc, tout ça, on s'est posé la question de est-ce que ça répond à ces questions? Oui. Oui, sans hésitation, il n'y a pas de secret là-dessus. Nous sommes des contrebandiers qui sont engagés par Hondo Ohnaka, le personnage principal du ride. Pourquoi faire? Nous allons récupérer du coaxial, qui est la matière première qui va permettre la résistance de combattre le premier ordre. Pourquoi faire? Justement, je viens de le dire, pour combattre le premier ordre. Où est-ce que nous allons? Nous allons sur une planète qui s'appelle Corellia, qui appartient dans l'univers Star Wars. Mais si vous n'avez pas vu, si vous ne connaissez que les films, forcément, ça vous parlera moins. Et forcément, est-ce que la suspension consentie de mon incrédulité quand je fais l'attraction fonctionne? Pleine balle. Là, honnêtement, de la file d'attente jusqu'à la sortie, il n'y a rien qui détruit ma suspension consentie d'incrédulité. Donc, on va aller rapide là-dessus. C'est un carton plein, 2,5 points sans problème. Exactement. Donc, on continue tout de suite avec la seconde partie qui va être consacrée à la narration. La narration. Alors là aussi, l'attraction est très bien réussie puisqu'elle nous explique clairement ce qui va se passer de manière directe. Donc là, on a un pré-show avec un animatronique. On a tout. Alors, même si c'est en anglais, forcément, on a une certaine compréhension puisqu'il y a beaucoup d'illustratifs, beaucoup de visuels qui sont tout au long de la file d'attente et dans l'embarquement. Et finalement, ce qu'il y a de bien aussi, ça tu l'as noté, oui, c'est que Hondo Ohnaka, le personnage du ride, nous accompagne pendant toute l'expérience pour nous rappeler ce qui se passe, nous faire des commentaires, nous rappeler à l'ordre et éventuellement nous féliciter. Et surtout nous guider parce qu'il y a juste what 1000 choses à faire parce que le ride est interactif. Oui, effectivement. Là aussi, c'est une grande prouesse, tu l'expliqueras un peu plus tard dans la côté technique, mais là aussi, c'est un tour de force. Donc là, pareil, c'est un carton plein, il n'y a rien à dire là-dessus. 2,5 points et ils sont largement mérités, il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite, partie consacrée au scope, c'est-à-dire y a-t-il un pré-show, un main show, un post-show, l'introduction, le développement et la conclusion de l'histoire en gros. Alors effectivement, il y a, je l'avais dit, un pré-show puisque nous rencontrons Hondo Ohnaka en personne qui nous fait son briefing avant de décoller dans le cockpit et là, ça marche. Le main show, honnêtement, c'est oui, nous sommes dans le cockpit, nous pilotons, nous avons une expérience à vivre tous ensemble à 6 à bord et nous avons effectivement des rôles qui sont bien répartis l'un des autres. Mais est-ce qu'il y a un post-show? Malheureusement, c'est là qu'il y a une petite faiblesse. Et ça, c'est un truc que nous avons remarqué quand nous avons fait l'attraction, c'est qu'il y a une sorte de scoring qui est mis en avant dans l'attraction à base de si nous avons réussi la mission, si nous n'avons pas trop détruit le faucon, si nous avons ramené suffisamment de coaxial. Et nous avons un total qui s'accumule en fonction des postes. Mais ce total de points qui peut se transformer en crédit, une fois qu'on est sorti, il ne vaut plus rien. Exactement. Et le post-show, pour tout vous dire, c'est vous regardez par ici, vous l'avez, c'est la sortie de l'attraction. Il n'y a rien d'autre que des couloirs. Il n'y a pas de salle comme on l'avait sur Star Tour 1 par exemple. Du coup, effectivement, là, la note... Là, on est obligé de redescendre d'un cran parce que là, c'est aussi une occasion manquée pour Disney qui aurait pu faire un tableau des scores, un truc interactif, surtout que le land se veut ultra immersif. Malheureusement, donc là, on a attribué la note de 1,75 au lieu de 2,5. Même si le reste est très bon, le post-show aurait vraiment mérité d'exister. Exact. Et derrière, donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie, donc l'une des dernières parties, la partie production value, c'est-à-dire le niveau de réalisation, la qualité globale. Là, on a été vraiment bluffés, Greg et moi, sur cette attraction qui a été incroyablement détaillée. Il y a même eu des moments où on se pensait un peu à Star Tour, surtout dans une partie de la file d'attente qui ressemble à une sorte de hall où il y a des travaux, il y a des éléments qui sont en construction ou en réparation. Donc effectivement, énorme richesse dans le secteur avec projection dans la salle du briefing. Donc là aussi, c'est génial. L'animatronique ultra fine puisque c'est un A1000 qui est la dernière génération conçue par Walt Disney Imagineering. Il y a pas mal de médias, donc que ce soit du son, de l'image, des effets sonores.
On peut peut-être regretter le manque d'odeur, mais ça encore, c'est du pignol, on peut pignoler, mais c'est pas grave. Là, dans ce land, ici, par exemple, si je me permets de t'interrompre, Oui, là, ici, comme vous voyez, regardez encore une fois tout, regardez, je sais pas si vous voyez, on est en 6K en théorie. Regardez la finesse des détails sur l'avant du Faucon qui n'est qu'une décoration extérieure. Et là, il y a quelque chose. Et là, vous l'entendez en même temps, il y a un bruit comme si le Faucon va décoller dans quelques instants. Régulièrement, il y a ces animations dans la file d'attente. C'est ça, et ça marche très très bien. Alors évidemment, des easter eggs, il y en a à foison puisque nous sommes dans l'univers de Star Wars, que ce soit des props de films, des droïdes, des références sonores, on est vraiment dans l'univers que l'on connaît. Même pour ceux qui seront les plus attentifs, un petit Star Speeder 1000 qui décolle. Dans certaines scènes, c'est aléatoire, mais c'est à la fin, vous le verrez. Voilà, exactement. Alors, on va peut-être passer vite fait sur le petit mais quand même qu'on s'est permis de rajouter, c'est la production du film en lui-même dans le cockpit du Faucon Millennium. Alors, pour aller très très vite, donc c'est un cockpit qui est sur un simulateur avec un écran un écran de projection, et donc c'est une sorte de super jeu vidéo sous stéroïdes. Et malheureusement, c'est là que je le dis, c'est un jeu vidéo, donc forcément, on se retrouve à avoir un moteur 3D qui se rapproche plus du jeu vidéo que du film. Donc là, Star Tours était plus intéressant malheureusement. Et on sent le côté, on va dire, fake. Surtout, alors on l'a senti sur le côté hyperdrive quand on passe à la vitesse lumière. On sent que là, ils ont moins bien calculé leur coût. Et forcément, on descend d'un cran, ce qui est dommage parce que là, c'est le cœur même de l'attraction. C'est le but, c'est le main show. Donc là, ça nous donne une note finale de... Donc, ça a une note de 2 au lieu de 2,5, ce qui est vraiment honorable pour une attraction de ce calibre. Voilà. Ce qui fait que pour ma partie storytelling est terminée. Donc on va passer à la partie technique et on va commencer juste avant par l'originalité. Donc évidemment, est-ce que cette attraction est originale ou pas? Je te laisse la parole. Et là, pour le coup, vous savez, on a cette grille déjà de sous-notation dans la partie originalité. Et là, on est quand même sur quelque chose à créativité marginale. C'est-à-dire qu'effectivement, on va vous proposer de venir piloter le Faucon Millennium, vaisseau qui existait déjà. Certes, la planète en elle-même n'existait pas, a été créée pour le land, mais c'est pour le land, pas pour l'attraction. Et ensuite, les personnages, certes, Onaka, pour ceux qui font l'attraction, peuvent croire que ce personnage-là est original, alors que non, pas du tout, il existait déjà dans l'univers Star Wars, l'univers étendu avec les séries, etc. Exactement. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, donc là, pour cette partie-là, effectivement, créativité marginale, 1,5 sur 2,5 maximum pour cette partie. C'est ça. Ensuite, alors tu vas pouvoir maintenant nous parler un peu justement de la technologie, parce que là, l'attraction en regorge. Ouais, là, effectivement, c'est quand même un petit peu une orgie technologique, puisqu'en fait, là-dessus, sur la technologie, on a énormément d'évolutions. On n'a pas de révolution sur cette attraction. Ce sont des évolutions. Ce sont des évolutions de différentes attractions qu'on a pu voir un peu partout. Bien entendu, la première attraction simulateur de vol en elle-même, qui était Star Tour numéro 1 en 87. Bien sûr, on est encore une fois sur une plateforme hexapode. Simplement, cette fois-ci, sur les hexapodes, donc des simulateurs plus petits qui permettent d'accueillir la cabine. Et la grosse nouveauté, c'est que ces hexapodes sont placés sur une plateforme circulaire elle-même pour que quand vous montez à bord avec 6 autres personnes, la cabine va tourner pour que dans une autre cabine qui est à côté, 6 autres personnes puissent monter et ça fait une énorme plaque tournante, un peu comme le carrousel du progrès fut son temps. Donc il y a ce truc-là. Ensuite derrière, la grosse nouveauté tout de même va être pour le main show. On est sur une des rares attractions qui dispose d'un moteur 3D temps réel. C'est-à-dire que Star Tour, malgré le côté aléatoire qu'il peut avoir, c'est un film qui est préenregistré, pré-rendu, pré-calculé, donc ça prend quelques heures par image, pour obtenir le résultat que vous avez sur l'écran du Star Speeder. Ici, non, c'est un moteur de jeu vidéo en temps réel qui est utilisé. L'avantage, c'est qu'effectivement, vous pouvez piloter le Faucon, vous pouvez appuyer sur un bouton, avoir un rendu, une interaction immédiate dans le jeu. Le défaut, c'est qu'évidemment, la priorité est à la vitesse de rafraîchissement d'image et éviter que le système surchauffe. Ce qui est quand même arrivé quelques fois quand on a fait le ride, puisqu'il y a quelques freezes, quelques blocages de l'image pendant une petite seconde, le temps que la carte graphique throttle down, recalcule, reprenne, et du coup il y avait ce petit truc. Mais bon, l'attraction est encore jeune, donc ils feront des mises à jour, des améliorations. Mais cette évolution-là est majeure, puisqu'effectivement, c'est un des points. Demain, on dit que le cinéma peut tout à fait se rapprocher du jeu vidéo avec son interactivité, le cinéma en tant que tel, et là on voit qu'on a des attractions comme celle-ci qui commence à l'avoir. C'est pas la première, cela dit, puisque si on reste dans l'univers Disney lui-même, des attractions à un système interactif, il y en avait déjà, par exemple Toy Story Mania. Vrai, quand on tire sur les écrans, ça interagit en temps réel. Cyberspace Mountain, où vous construisiez votre parcours et le parcours était réinterprété par un moteur similaire à celui d'Ultimate Ride. Bref, tout ça, ce sont des évolutions qui aujourd'hui permettent d'avoir cette expérience. Maintenant, ce qui fait que la note qu'on a attribuée pour le côté technologique global, il n'y a pas de révolution, voilà. Ce sont des évolutions, c'est 1,75 sur 2,5, c'est bien, c'est très bien. Maintenant, il n'y a pas de waouh parce qu'il y a un truc de dingue niveau technologique.
C'est ça. Alors, effectivement, on va pouvoir avancer sur le côté wow, puisque c'est la qualité de production. Là, Ouais. tu vas pouvoir parler un peu plus dans le niveau d'exécution. C'est vrai que là, il y a aussi du très bon. Oui, tout à fait. Par exemple, tout ce qui va être annexe, le sound design, vous savez, les effets sonores, tous les bruitages. Là, oui. vous ne l'entendez peut-être pas très bien. Les micros qu'on porte ne rendent certainement pas honneur à cela. Mais il y a quand même un travail des basses qui est excellent pour entendre les vaisseaux décoller. Toute la file d'attente avec les voix, etc. La première salle, le hangar, qui est le secteur 1 bis en quelque sorte, hein, secteur 2 de Star Tour avec la réparation. Mais qui ici qui a des effets sonores super. Lorsqu'on est dans le cockpit aussi, très bons effets, très bonne décoration, excellent light show. Mais là où il va y avoir quand même un gros problème, on va parler quand même du main show. On fait une demi-heure de queue pour l'attraction, pour piloter le Faucon. Et là, en fait, il y a plusieurs choses. Un, vous ne pilotez pas réellement le Faucon. C'est ce qu'on appelle un rail shooter. C'est-à-dire que votre parcours est guidé. Vous êtes dans une espèce d'énorme tunnel, en quelque sorte virtuellement, où votre position de base, celle si vous ne touchez à rien, va toujours suivre un peu le décor. Et le second problème… En sachant, je me permets de préciser qu'effectivement le tunnel s'agrandit et se rétrécit en fonction des scènes. Parfois, on ne va même pas nous laisser le choix en termes de direction à suivre. D'autres fois, il y a trop d'espace pour choisir. Exactement. Et il y a une petite latence entre l'exécution manuelle qu'on fait dans le cockpit et ce qui se passe devant l'écran. Donc, ce qui fait qu'il faut qu'on anticipe ou qu'on aille très très fort dans les joysticks pour lui dire l'action qu'on veut faire. Exactement, sachant qu'en fait, cette latence est normale puisqu'ils essaient de simuler un petit peu le réalisme de la taille du Faucon que vous manipez. Cela dit, le problème, c'est d'utiliser justement un moteur de rendu temps réel parce que cette technologie à l'heure actuelle, certes, c'est très bien de l'avoir là, mais elle n'est pas encore vraiment au point. C'est-à-dire que d'un point de vue réactivité, c'est très bien. Mais d'un point de vue graphique, si vous allez sur Star Tour ou sur Voletarium ou sur d'autres actions rendues et non pas temps réel, vous allez avoir un choc parce qu'effectivement, on revient vraiment en arrière en termes de qualité. Oui, là, on revient sur des rendus qui sont… Les modèles sont peu définis. On a des belles textures, mais on n'a pas de créneau. Mais bon, on est quand même sur des choses peu définies. Très peu d'effets en temps réel. Pas de HDR, pas de motion blur, pas de flou dynamique, peu de profondeur de champ. Effectivement. On est sur quelque chose qui fait trop parfait. Or, la 3D, justement, a eu ce défaut pendant des années. Et c'est seulement ces dernières années, au cinéma, qu'on commence à remettre ces imperfections dues à une pellicule qui nous redonne l'impression que la 3D devient réelle. Et là, on ne l'a pas. Donc du coup… Ce qui fait que la note que tu lui as donnée et qu'on s'est mis d'accord là-dessus, elle fait mal. Bah oui, parce que vous venez ici pour piloter le Faucon et l'avis, pas que de nous, hein, d'autres personnes, on a sondé un peu, c'est « yeah, just a video game ». C'est un gros jeu vidéo, c'est une grosse borne d'arcade. Donc là, pour nous, 0,5 parce que la technologie est certes super, mais ça passe à côté, quoi. Alors, il nous reste une dernière catégorie que tu vas nous expliquer rapidement. Tout à fait, pour arriver à terminer sous les 15 minutes. C'est ça. C'est donc le camouflage. C'est est-ce qu'ils ont réussi à cacher toute cette technologie? Est-ce que c'est volontaire? Et surtout, est-ce que le fait, mais putain, comment ils ont fait, marche? Eh ouais, est-ce qu'on a un effet, putain, comment ils ont fait? Là, évidemment, nous, on s'y connaît, donc on va pas prendre notre avis, on prend l'avis des gens qui étaient un peu autour de nous. Voilà. Clairement, oui, la technologie est parfaitement camouflée. Il faut que vous regardiez les photos de la baie de simulation sur Google Images pour regarder à quoi ça ressemble, sans quoi vous ne verrez pas les projecteurs, vous ne verrez pas la baie. Le système justement est conçu pour que la baie soit toujours vide quand vous entrez dedans. Bref, non, la technologie est parfaitement camouflée, l'expérience est parfaitement invisible et pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, ouais, il y a un effet waouh indéniable, y compris sur l'animatronique de début. Ce qui nous amène du coup sur ces dernières 52 secondes de vidéo à évoquer la note finale de cette attraction. Donc juste pour terminer, camouflage a gagné 2,5 points. C'était le maximum, mais c'est complètement mérité. La note finale de cette attraction de Smuggler's Run, 15 sur 20. 15 sur 20, effectivement. C'est une très bonne attraction. Exactement. Malgré ses défauts de projection dans le cockpit qui, on espère, seront améliorés dans les années à venir, l'expérience est complète. On est immergé de bout en bout sans prendre en compte Star Wars Land Galaxy's Edge qui est autour. Donc là, il faut vraiment vous dire qu'on a commencé du Gritter qui est juste derrière jusqu'à la sortie qui est à côté. Tout à fait. L'immersion est absolue. La technologie, même si elle n'est pas révolutionnaire en soi, est une très bonne évolution dans la façon dont c'est fait. Elle peut clairement être améliorée sur 2 points. C'est ça. La qualité du moteur rendu visuellement, mais ça, c'est pas grave. Ce sont des mises à jour qui peuvent être appliquées et nul doute que ça s'améliorera avec le temps. Et un second point d'amélioration aussi, les crédits que vous gagnez dans l'attraction ne servent à rien puisque le land n'est pas le post-show. Alors, on ne se prononce pas là-dessus pour une simple raison, c'est que Rise of Resistance, qui est la grosse autre attraction, n'est pas encore ouverte et peut-être y a-t-il des connexions entre les deux. On ne sait pas. Donc, on ne le met pas en avant pour l'instant. On verra une prochaine fois. En tout cas,
On espère que ce 360 consacré à Millennium Falcon Smuggler's Run de Disneyland Californie vous a plu. Quel accent! Merci. Alors, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos, que ce soit sur Puissance Park, donc sur YouTube, où on poste également le podcast qui est consacré. On a actuellement donc tout le podcast qui se retrouve sur toutes vos plateformes habituelles. Évidemment, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, @Puissance Park. On vous donne rendez-vous très vite pour le nouveau 360. D'ici là, profitez bien et j'ai envie de dire que la force soit avec vous. C'est de la pub ça. Alors, un petit peu, j'avoue. Ciao tout le monde. Ciao.